Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Région du Sud-Ouest, Paul Biya, 77,69%. Kamto Maurice, 3,54%. Aussi, Joshua Nabangui, 12,72%. Région du Nord-Ouest, Biya-Paul, 81,74%. Kamto Maurice, 3,60%. Aussi, Joshua Nabangui, 10,41%. On n'a pas pu faire campagne là-bas. Tous ces pourcentages sortent d'où? S'interroge Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala. Cette sortie du président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun au sujet des résultats de la présidentielle du 7 octobre dernier vient raviver le climat de suspicion qui semble planer sur la réélection de Paul Biya. Après avoir déclaré qu'il détenait les preuves de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, alors même que l'enquête était en cours, après avoir, le 24 août dernier, dressé le profil du meilleur candidat pour aider les fidèles chrétiens à opérer le meilleur choix, l'archevêque dit aujourd'hui ne pas comprendre comment le Conseil constitutionnel a déclaré que Paul Biya a obtenu ses scores dans, je cite, des régions presque vidées de leur population. Résultat présidentiel 2018, Monseigneur Samuel Cléda jette un pavé dans la mare. C'est le fait du jour, madame, monsieur. Résultat présidentiel 2018, Monseigneur Samuel Cléda jette un pavé dans la mare. Pour en parler ce soir, je suis en compagnie de Casimir Désiré Tanier. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux autres panélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et je dois préciser que vous nous invitez en tant qu'experts de l'information. La campagne électorale est pratiquement terminée. Oui. Il n'est plus question donc de faire plaisir à qui que ce soit. On doit donner l'information, qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Okay, justement. Vous êtes justement journaliste d'investigation. Et directeur de publication du Jeune Enquêteur. Et Jeune Enquêteur. Merci d'avoir honoré votre présence. Sur ce plateau également, Hiram Iodi. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes du mouvement NAO. C'est bien cela? Exactement, mouvement NAO du bâtonnier à Keremna. Voilà, justement, bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci, c'est un réel plaisir d'être là ce soir. Voilà, sur ce plateau également, André Luther Meka. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est connu, je suis dans le parti du Rassemblement national. Ok. Je commence avec vous, André Luther, sur la démarche même du prélat. Est-ce que ça vous pose un problème? Samuel Cléda, qui convoque la presse au lendemain de l'audience solennelle de proclamation des résultats. Samuel Cléda parle en tant que président de la conférence épiscopale nationale ou bien en tant qu'archevêque métropolitain de Douala. Je ne sais pas de quel bout on peut le prendre en tant qu'archevêque, en tant qu'évêque, en tant que ministre de Dieu, en tant que ministre du Vatican, mais moi je le prendrai en tant que disciple, parce que vous savez, l'Église c'est le discipolat, donc je pense que c'est le disciple du cardinal Toumi qui parle. Et lorsque le disciple du cardinal Toumi parle, je crois qu'on ne peut que suivre ce genre d'intervention. Et je dis, moi, je suis surpris qu'un évêque de cette dimension puisse faire une conférence de presse sans argument, parce qu'il n'apporte rien à la démonstration, il n'apporte rien à la recherche de la preuve que les opposants sont en train de chercher depuis belle lurette. Ils se posent des questions. Et c'est vrai que si on n'a pas un politicien rompu, on doit se poser des questions. Parce qu'il ne sait pas que les Camerounais sont engagés derrière le RDPC, derrière le président Biya, parce que c'est celui-là qui apporte le rassemblement, parce que c'est celui-là qui a des projets constructifs pour le Cameroun. Donc on ne peut pas seulement le voter parce que effectivement il y a des crises sociopolitiques qui sont connues, qui sont identifiées. Les acteurs sont identifiés, donc je comprends qu'ils ne puissent pas comprendre.
Et c'est tout à son honneur qu'on puisse voter le président Paul Biya. Et je suis d'autant plus surpris parce que je sais que l'Église, c'est la rigueur. Il aurait pu venir avec, n'est-ce pas, des éléments probants qui permettent d'alléguer ou d'attester ce qu'il dit. Il est dans des interrogations, dans des supputations. C'est tout à fait normal qu'il ne comprenne pas que des gens puissent, n'est-ce pas, voter le président Paul Biya parce qu'effectivement, il n'est pas sur le terrain, il n'a pas fait la campagne, il n'a pas pu, n'est-ce pas, avoir des éléments qui lui permettent de pouvoir tester cela. Mais moi, je suis convaincu du fait que le président Biya a gagné dans ces régions. Lorsqu'il parle du Nord Cameroun, il sait très bien que dans des moments difficiles, le chef de l'État a toujours accompagné les populations du Grand Nord. Vous savez très bien qu'il y a eu, n'est-ce pas, la construction de la digue de Maga, du premier lot, du deuxième lot de 15 km, à près de 54 milliards. Il y a eu beaucoup de projets comme ça, notamment un projet sur... beaucoup de projets, notamment dans le Grand Nord. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise que l'archevêque vienne, n'est-ce pas, spéculer. C'est normal, c'est important qu'ils ne comprennent pas. Ok, j'en suis encore au niveau du timing, Hiram Hiodi. Juste au lendemain, cette sortie de Monseigneur Cléda, certaines personnes ont eu un problème avec le timing, justement. Je ne sais pas pourquoi on aura un problème avec le timing. Monseigneur Cléda, au-delà d'être à la tête de la conférence épiscopale, est quand même un citoyen camerounais qui, de par justement son rôle dans l'Église, travaille à modeler les consciences, travaille à la transmission des valeurs. Et je pense que dans une société, c'est normal que les leaders d'opinion s'interrogent. Je pense qu'ils s'interrogent bien plus qu'ils n'apportent des faits, effectivement. Et ils se posent des questions que plusieurs formations politiques, que plusieurs acteurs de la société civile se sont posés tant au long de la campagne que pendant le déroulement des élections. Maintenant, on peut questionner le timing, il aurait pu le faire peut-être un peu plus tard, mais je pense que c'est des interrogations légitimes. Au-delà des pourcentages qui ont été réalisés dans ces régions-là, il faudrait regarder le nombre d'inscrits, qui est relativement faible. On évoque ça tout à l'heure. Et la participation également. Donc je pense que les questions de Monseigneur Cléda sont tout à fait légitimes et que c'est un leader d'opinion qui a le droit de faire des conférences de presse et de donner de son point de vue à la fin de la journée. C'est donc un point de vue. Voilà. Ok. Avec vous, le journaliste d'investigation que vous êtes, Casimir Désiré Tagné, Monseigneur Cléda, bien avant, on avait Cardinal Toumi. C'est une espèce de suite logique, continuation. Moi, cette position de Monseigneur Cléda. Je crois justement que c'est une continuation. Figurez-vous, l'année dernière, le cardinal Toumi avait offert une interview, je crois que c'était toujours à la Nouvelle Expression, où il disait, comme conseil à Paul Biya, quand on a notre âge, c'est-à-dire l'âge de cardinal Toumi et de Paul Biya, on ne peut plus avoir la vigueur d'un jeune. Et à la veille de l'élection, Monseigneur Cléda a fait une sortie où il donnait pratiquement des consignes de vote, même s'il n'a pas dit de voter X ou Y. On a bien compris quelle pouvait être la personne que Monseigneur Cléda aurait voulu... Certains se sont sentis exclus. Hein? Oui, bien sûr, puisqu'il a défini un peu le prototype du candidat qui pouvait être élu. Il a décrit le porteur robot du candidat. Ensuite, lorsqu'on a fait une sortie avant l'élection, je crois qu'il est de bon ton qu'après l'élection, on revienne pour faire un peu le bilan. Et moi, je dis, quel que soit ce que l'on peut dire, Monseigneur Samuel Cléda est dans son rôle. Il est un prêtre, donc un pasteur, qui draine des brebis, qui draine des fidèles de Dieu. Et il faut, entre parenthèses, que je vous rappelle, Serge Alain, qu'il y a des coins très reculés dans le Cameroun, où l'État du Cameroun n'a pas pu construire ni une route, ni une école, et encore moins un hôpital. Et c'est très souvent l'Église catholique qui va dans ces coins-là pour faire des constructions en termes d'infrastructures éducatives, sanitaires et autres. Donc, il y a des ouailles qui attendaient la sortie de Monseigneur Cléda. Même malgré tout, moi je retiens deux choses importantes de cette sortie. La première, il dit d'éviter de faire tout recours à la violence, quel que soit le cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il dit de projeter déjà le futur en évoquant de changer le code électoral.
Parce qu'il est convaincu que si l'on va aux élections, quelles que soient les élections, avec le code électoral actuel, le RDPC fera toujours un raz de marée parce qu'il y a un code électoral taillé pratiquement sur mesure. À côté, il a fait quelques petits commentaires pour commenter les résultats du sud-ouest et du nord-ouest et de l'extrême nord, qui ne changera pratiquement plus rien aux résultats qui ont déjà été rendus publics par le Conseil constitutionnel. Donc, il faut savoir lire les propos de Monseigneur Samuel Cléda entre les lignes. Contrairement à ce que les gens disent, il ne s'accroche pas sur ces résultats-là, mais il a donné deux informations capitales, et c'est celle que je viens d'énoncer là. Ok, justement, parlons de ces résultats, justement, dans le nord-ouest. Paul Biya obtient 81,74% et 77,69% dans le sud. Il dit que c'est des régions qui sont presque vides. Il ne comprend pas qu'il ait obtenu un score, on va dire, à la soviétique, alors que personne n'y a véritablement battu campagne. En dehors peut-être de Akelemuna. Dans le sud-ouest. Vous étiez au sud-ouest quel jour? Alors, il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Au tout début de la campagne à Manfé, et puis très récemment, à 3 semaines des élections à Limé. Voilà, il y a 3 semaines, vous étiez à Libé, vous n'avez pas pu tenir le meeting. Non, pas vraiment. On attendait un meeting avec 300 à 400 personnes. On a plutôt eu une réunion avec une trentaine de personnes, comme je l'expliquais, parce qu'un certain nombre de nos sympathisants qui partaient de Moutenguene vers Limbé ont été fortement intimidés et presque interdits de participer à ce meeting contre représailles. Donc je crois que la plupart des forces politiques n'ont pas réellement battu campagne dans cette région. Les conditions sécuritaires, de toute façon, ne le permettaient pas réellement. Bon, maintenant, moi, personnellement, je veux dire, je ne suis pas très surpris de la teneur des résultats. Les administrateurs ont voté, les forces de l'ordre ont voté, mais les populations du nord et du sud-est très clairement n'ont pas voté. Donc le peu de personnes qui sont allées aux urnes étaient clairement en faveur du président Biya. Vous dites que les administrateurs ont voté, ça c'est les chiffres officiels, hein, sortis, inscrits dans le sud-ouest, 364, je m'adresse à vous, Luther Mika, 374 227, nombre de votants, 59 647. Oui. Qui ont voté dans le sud-ouest, selon les chiffres officiels. Tout à fait, il faut savoir. Ces gens-là venaient d'où? Ils sont dans le sud-ouest. Vous savez très bien que le sud-ouest n'est pas aussi assiégé comme le nord-ouest, donc il y a notoirement des Camerounais qui y vivent. Et puis moi, je suis surpris lorsque vous ne faites que faire l'apologie, n'est-ce pas, de M. Akelemuna qui aurait fait campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je tiens à rappeler que le RDPC... C'est un fait, c'est pas une apologie. Bien, apologie, je tiens à rappeler que le RDPC a essayé des meetings. Il y a eu des meetings qui ont été... Essayé? Vous dites... Quand je dis essayer, c'est-à-dire qu'il y a eu des meetings qui ont été faits. Après, il y a eu un certain nombre... D'ailleurs, ça a été relayé par la presse. Et je crois On a vu le Premier ministre Msongbe. Voilà, voilà. Et au sud-ouest, il y a eu des meetings qui se sont tenus. C'est important de le relever. C'est important parce que vous avez même fait écho, n'est-ce pas, de ces meetings-là. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans notre parti, il n'était pas seulement question de faire des meetings. Il était question de faire du porte-à-porte. Et lorsque je regarde le statut politique du MRC, je regarde le statut politique de M. Akelemuna, ils n'ont pas d'élite. C'est-à-dire des élites qui peuvent faire une communication, un marketing en réseau, n'est-ce pas, des militants de porte-à-porte pour pouvoir, n'est-ce pas, les canaliser vers le vote. Et c'est là où il y a eu, un véritable problème, parce qu'effectivement, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des meetings compacts. Il y a eu ce qu'on appelle la stratégie en réseau, et cette stratégie en réseau des élites, notamment, a pu, n'est-ce pas, canaliser les gens vers les élections. Et c'est ça qui surprend tout le monde. Vous pensez que la sécurité que Elekam a mis, les 95% de matériel qu'Elekam a pu disposer dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'était pour quelle raison? C'était effectivement parce qu'on savait qu'il y aura vote. Et celui qui a donné le coup d'envoi. Et il y a beaucoup de symbolisme dans la politique parce que le Premier ministre, son Excellence Philemon Yang, est allé lui-même, n'est-ce pas, voter à Bamenda. C'était pour donner le coup d'envoi, c'était pour donner l'assurance à tous ceux qui sont venus voter après. Donc, lorsque aujourd'hui les gens sont surpris qu'il y a eu vote, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris que le dispositif qui a été mis par Elekam, notamment les forces de l'ordre, notamment les votes, c'était effectivement parce qu'il devait y avoir
C'était pas toujours le fait des meetings, c'était un travail extrêmement en réseau. Je suis dans le RDPC, je sais comment les gens n'ont pas dormi nuit et jour à Bamenda pour permettre à ce que les gens votent. Et ce qui est curieux, c'est que les opposants n'ont pas travaillé. Hein. Ils n'ont pas travaillé. Ils ont passé leur temps à aller dans les médias, à alimenter la psychose, pendant que nos élites, et Dieu seul sait que nous en avons, nos élites ont travaillé en réseau et ils ont pu canaliser les gens vers les votes. Et c'est pour ça qu'ils voudraient annuler cela, parce qu'ils étaient sûrs que lorsque la stratégie était blindée, telle que lorsque les deux régions sont paralysées, il n'y aura pas élection et cette élection va faire en sorte qu'on invalide, n'est-ce pas, les élections dans l'ensemble du territoire. Mal leur en a pris parce qu'effectivement, il y avait une autre stratégie qui travaillait en réseau et qui permettait à ce que les gens partent voter en toute sécurité. Ok, il dit que l'opposition n'a pas travaillé. Je suis toujours un petit peu gêné quand on englobe l'opposition dans un bloc compact. Oui. Il n'y a pas une opposition. Le mouvement Now a été créé le 8 octobre 2017. Oui. Et l'une des stratégies était une stratégie de porte-à-porte. J'ai personnellement conduit des opérations de porte-à-porte. Et particulièrement dans le sud-ouest, il y en a eu. Ce que nous disons, moi je dis, je ne suis pas surpris du résultat. Non, je ne suis pas surpris du résultat, je l'ai dit. Mais ce que nous disons, c'est que la réalité sécuritaire dans ces régions n'a pas permis de faire une campagne optimale. C'est ce que nous disons. Mais le ministre Atangandji avait donné toutes les assurances. Oui, sorti de la conférence. Vous savez, quand le ministre de la Défense lui-même a un cortège qui est attaqué, quand les populations sont intimidées du matin au soir, c'est très difficile de mener une campagne sereine. C'est ce que nous disons. Maintenant, nous avons fait ce que nous avons pu avec les moyens que nous avions. Bien évidemment, nous n'avons pas la force des élites, la plupart des élites de décret du RDPC. Nous avons des jeunes entrepreneurs qui se battent et qui vont continuer de se battre pour continuer de vulgariser nos projets de société. Ah, ok, Casimir, oui, Casimir. Oui, moi, ça me fait un peu une surprise lorsque vous insistez sur ce que le mouvement Now a fait pendant cette campagne. Je suis membre du mouvement Now. Oui, je le sais, mais n'oubliez pas, parce qu'il faut bien préciser que le mouvement Now, c'est ce mouvement qu'incarne Maître Akeremouna, n'est-ce pas? Absolument. Alors, vous savez que Maître Akeremouna a pratiquement faussé les débats de cette élection présidentielle avec son volte-face de dernière seconde qui a dérouté pratiquement tout le monde et qui ne méritait même plus qu'il se gonfle la poitrine en disant « nous avons fait ceci ». Ça, ce n'est qu'une parenthèse. C'est une opinion. Oui, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse dans tous les cas, Iram. Maintenant, pour revenir au score à la soviétique obtenu par le candidat RDPC, c'est-à-dire le candidat Paul Biya, au nord-ouest et le sud-ouest, moi je crois que ce n'est pas un score qui devrait nous émouvoir. Encore que ça a été signalé. Et ça, je tire un coup de chapeau pour ce détail-là que vous venez de faire, Iram. Et c'est les militaires en général et les administrateurs qui ont voté. Et qui voulez-vous que ces gens-là votent si ce n'est le RDPC? Ça, on te le montre. Non, il y a 59 647 militaires. Quand vous voyez le nombre d'inscrits par rapport au nombre de votants, 374 000 inscrits, et pour 59 000, vous avez vu que 647. Le nord-ouest et le sud-ouest ont eu le taux de suffrage exprimé le plus bas de toute la République. C'est exactement comme ces établissements scolaires qui présentent 10 candidats au baccalauréat, 9 obtiennent et on vient vous dire qu'il a eu 99%. Ça, il faut souvent regarder quels sont les effectifs. Quand vous voyez dans ces scores du côté du nord-ouest et du sud-ouest, c'est du menu fretin par rapport à la vague des électeurs où, par exemple, à l'extrême nord, vous avez 1 million et poussière d'inscrits par rapport aux 59 000 votants que nous avons dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Je crois que ça ne représente absolument rien. Non, vous avez dit les militaires. Vous dites qu'il y a 59 000 militaires au nord-ouest? Non, il n'y a pas 59 000 militaires, mais nous disons il y a déjà ce problème de contrôle de vote qui n'était pas faisable de la part des partis d'opposition qui n'ont pas pu accéder à ces régions-là à cause de l'insécurité régnante. Et lorsque, on dit souvent la nature a horreur du vide, lorsqu'il y a le vide permet toutes sortes de manipulations possibles et personne ne peut être là pour contrôler. Et puis je dis bien que ces chiffres-là ne devraient pas vous émouvoir. Lorsque vous prenez l'exemple du Vatican dans le vote de la diaspora, l'État du Vatican
il y avait, je crois, 37 inscrits, 27 votants, et parmi les 27 votants, 21 ont voté pour le candidat Paul Biya. Et on lui donne un score de près de 90%. Et ça doit émouvoir. Mais quand vous quantifiez cela en termes de chiffres, ça ne représente pratiquement rien et ça ne devrait pas faire émouvoir. Ça ne devrait pas nous émouvoir de quelque manière que ce soit. Ok. Oui, il y a aussi ce problème, le vote dans l'extrême nord. Le cardinal, l'archevêque Cléda pense qu'il connaît bien, c'est sa zone, qu'il connaît bien l'état de paupérisation très avancé des populations. Il ne comprend pas que Paul Biya ait fait 89% là-bas. Alors que, comme il dit, la pauvreté est partout là-bas. Je ne vois pas jusqu'à 89% de personnes vivant dans la souffrance et votant pour la même personne qui était là sans rien faire. Disons qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que le président Paul Biya a toujours assisté les peuples du Grand Nord lorsqu'il y a un problème. J'ai évoqué la construction de la digue de Maga à 54 milliards avec les partenaires et j'ai évoqué les indemnisations des inondations à près de 230 millions à 1512 personnes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le président Paul Biya, à chaque fois que les problèmes étaient, n'est-ce pas, dans le Grand Nord, il pouvait, n'est-ce pas, réagir avec efficacité. Et le peuple du Grand Nord, qui est fidèle et loyal, sait, n'est-ce pas, à remettre cet ascenseur. Et puis, il y a un autre levier, le levier, n'est-ce pas, des élites, parce qu'il faut savoir que dans la construction politique des Africains, n'est-ce pas, le vote se structure autour des grandes élites qui représentent les intérêts des populations. Et il en revient que dans le Grand Nord, il y a véritablement des élites qui font le travail, c'est-à-dire qui descendent dans les démembrements des districts, des arrondissements, des départements et portent le message du chef de l'État. Et lorsqu'ils portent le message du chef de l'État, ces populations s'identifient à ces élites et, n'est-ce pas, apportent leur soutien au président Paul Biya. Voilà ce qui se passe de façon systématique. Et ça, je peux vous dire que l'archevêque ne peut pas comprendre ça. Parce que il ne peut pas comprendre ça parce qu'effectivement, ce n'est pas en politique. Ce n'est pas en politique parce que dans la représentation... Mais il est natif du coin. Non. Comment, qui peut mieux comprendre qu'un natif du coin? Il ne faut pas bac plus 10 pour comprendre ça. Non, je dis qu'il y a des nuances qui ne comprennent pas. Parce que ce que je dis est très important. C'est-à-dire que les gens ont les intentions de vote par rapport à la comptabilité des élites qui peuvent avoir autour d'eux, qui représentent leurs intérêts et qui leur assurent un confort psychologique et même un confort matériel. C'est-à-dire que dans leur imaginaire, dans leur vie, ils savent que s'ils ont un problème, ils peuvent, n'est-ce pas, voir M. Casimir Tagne, ils peuvent voir, n'est-ce pas, le maire de Pitois, ils peuvent voir, n'est-ce pas, Sa Majesté Badjika et monsieur Aladiabo, le président de l'Assemblée nationale, Philmon Yan-Luc, et tous ces édiles-là. Donc ça donne un confort, ça donne une assurance, puisqu'ils viennent leur dire que nous sommes là. Si vous avez des problèmes, nous sommes là. Moi, voici, je suis là, je suis dans le RDPC, je suis avec vous, et ils votent. Et je précise encore qu'à chaque fois que, n'est-ce pas, le Grand Nord a des problèmes, le chef de l'État réagit efficacement. Voilà comment se structure le vote. Donc, c'est vrai qu'il doit se poser des questions parce qu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Ce peuple du Grand Nord est effectivement reconnaissant, n'est-ce pas, de toutes les œuvres que le président Paul Biya pose et également aussi des élites dont il a leur affecté. Et je tiens à préciser que le président Paul Biya, qui est un visionnaire, a fait quelque chose d'exceptionnel parce que la sortie de sa campagne est l'une, n'est-ce pas, les rares sorties était, n'est-ce pas, c'est pour ça que je dis 7 minutes. Oui, c'est pour ça que je dis que on n'a pas besoin d'une heure. Un président, un sage, n'a pas besoin de 5 heures de temps pour faire son message. Et je crois qu'aujourd'hui, je l'appelle visionnaire parce qu'il a compris que de ce côté-là se trouvait la loyauté et la fidélité. Et je crois que ce qui a suivi, c'était tout un ramdam de vote. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le RDPC, nous pensons qu'il est aussi important de saluer ce peuple du Grand Nord, de faire un clin d'œil de ce peuple du Grand Nord qui a été loyal, qui a été fidèle et qui a compris que le président Paul Biya, c'est l'homme de la situation. Vous savez, je vais vous le dire, les Camerounais sont devenus assez matures. Et aujourd'hui, ils savent qui peut porter les projets du Cameroun, qui peut être en face de cette colonie vorace et prédatrice qui arrive. Ils savent celui qui a le poids,
qui peut, n'est-ce pas, amener à bon pour les projets. Et je crois qu'ils ont fait la différence dans ces routes. Et je vous précise que lorsque les gens disent partout que nous avons gagné, le ADPC a gagné, mais pourquoi il y a des policiers en route? C'est pour la sécurité. Justement, c'est pour la sécurité. Monseigneur Cléda s'interroge justement. C'est pour la sécurité des biens et des personnes. Parce que, comme vous savez, les peuples ne sont pas homogènes. Hein. Ceux qui sont des petites poches, des petites niches d'opposants peuvent effectivement causer dommage à la majorité silencieuse qui n'obéit pas à ces entrepreneurs du chaos, à ces investisseurs, n'est-ce pas, du désordre. Je reste avec vous. Hein, depuis que le président du Conseil a proclamé un résultat, j'ai reçu ici deux membres du RDPC. Tous ont le même mot. Hein. Nous avons le triomphe modeste. Bizarrement, pour 2018, vous avez le triomphe modeste. Pourquoi? Nous devons avoir le triomphe modeste parce que nous pensons, n'est-ce pas, réfléchir pour l'avenir. Nous ne voulons pas également narguer ceux qui ont perdu, même si nous pensons que nous avons fêté, parce qu'il y a eu des liesses, il y a eu, n'est-ce pas, des euphories dans toute la République. Mais je veux vous dire que les Camerounais qui ont la maturité savent effectivement que le président Biya a gagné, parce que je vous pose la question, vous qui êtes un journaliste chevronné, comment peut-on dire qu'on a gagné et on n'apporte pas la preuve, n'est-ce pas, de sa victoire? Je vous prends un exemple. Le MRC qui brûle d'actualité aujourd'hui. Au Conseil constitutionnel, on a demandé les preuves, n'est-ce pas, de sa victoire. Au lieu de présenter les preuves, ils ont commencé à crier pour avoir les PV du Conseil constitutionnel. Comme par hasard, lorsque les résultats sont proclamés, le président de ce parti se présente dans une vidéo avec, n'est-ce pas, un document de PV. Alors, on se pose la question, pourquoi il n'a pas présenté ces PV devant, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel? Et qu'est-ce qui montre que ces PV sont authentiques? Puisque lui-même aussi a eu une sorte de quartier général où il y avait des informaticiens qui collectaient des données. Il suffit d'insérer deux ou trois chiffres dans ces résultats et que le calcul ne puisse pas donner. Comme le calcul des PV qui ne donnent pas, justement. Non, mais ce sont ces calculs à lui. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il soit chiffre pour que cela ne donne pas. Je vais terminer avec une incohérence. Je vais donc chuter sur une incohérence tout à fait. Non, restons sur le chiffre. Ça fait 10 000. Non, vous savez, si c'est sur le chiffre l'extrême nord, vous pouvez continuer. Oui, vous savez, ce que moi je fais, l'analyse que je fais, c'est que tout ce random qu'on fait sur les élections, c'est la même lignée, c'est les mêmes personnes qui ont un courant de pensée pour saturer l'esprit des Camerounais qui a eu faute. Je suis donc en train de vous dire que voilà quelqu'un dont sa cyber-milice donne 43%, le président... Et on quand même des termes responsables. Le président lui-même s'octroie 39%, et puis son directeur de campagne se donne 51%. C'est pour vous montrer les incohérences de cette affaire. Et comme ce sont des avocats, ils croient qu'effectivement ils sont au prétoire, où ils peuvent défendre même les criminels en falsifiant la vérité. Ce n'est pas possible. Ok, on va rester. Il faut que l'on demande au moins à M. Meka d'avoir un petit peu de thème responsable. Cyber, milice, bandits, brigands, ainsi de suite, on peut s'en passer. Je pense qu'on peut avoir un échange responsable. Tous les acteurs politiques sont des acteurs responsables. Nous ne défendons pas la même idéologie politique. Nous sommes tous Camerounais. À la fin de cette élection, nous serons tous Camerounais. Débattons sans avoir besoin d'aller à l'extrême. Ok. Et ça, moi, je voudrais dire que lorsque André Luther parle des élites du Grand Nord, je crois en termes voilés, il veut parler des ministres du Grand Nord qui sont nommés par la force du décret dans ce gouvernement pléthorique que le RDPC utilise. Vous savez, pour ne pas citer tous, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, le vice-premier ministre Amadou Ali, Amadou Moustapha, Issa Chiroma, Dr Taïga, et j'en passe, ils sont tellement nombreux, qui utilisent l'argent de l'État pour aller battre campagne dans l'extrême nord. C'est de ça qu'il s'agit, il faut le reconnaître. Et parce que nous savons
et André Luther ne me démentira pas là-dessus, que la région de l'extrême nord est la région la plus pauvre du Cameroun. C'est la région la plus sous-scolarisée du Cameroun. C'est la région où il n'y a pratiquement pas d'infrastructure, que ce soit routière, que ce soit sanitaire, que ce soit même en termes de chômage des jeunes. Vous allez voir que tout ce qu'ils savent faire de ce côté-là, les jeunes savent rester souvent, excusez, c'est pas une insulte, rester derrière le bœuf parce qu'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'on ne leur a pas donné les conditions pour aller à l'école. Et c'est tout naturel que Monseigneur Samuel Cléda s'interroge que comment ma zone, je connais ma région, où les gens sont aigris, les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont tellement abandonnés et comment est-ce qu'ils peuvent toujours arriver à voter aussi massivement le président Paul Biya. Et là, je retrouve exactement ce que je venais de développer tout à l'heure. Lorsque vous votez et que vous n'avez pas la possibilité de contrôler vos votes, vous ne pouvez pas vous attendre à grand-chose. Les partis d'opposition, dans l'ensemble, tous les partis confondus, n'ont pu couvrir qu'à peine 20% des bureaux de vote sur l'étendue du territoire. Alors, de quoi est-ce qu'ils doivent donc s'attendre s'ils ne peuvent pas? Et je crois que c'est l'une des grandes leçons de cette élection. Il faudrait que dans les échéances à venir, que les partis politiques d'opposition sachent à quoi s'en tenir. Et parlant des preuves, je regrette de le dire ici, parce qu'avec notre casquette de journaliste d'investigation, nous avons essayé d'approcher certains membres de la Commission nationale de recensement de vote. Et là, je vais vous surprendre, Serge Alain. Vous vous souvenez de l'élection qui avait été annulée du côté de Vouri-Est? C'est tout ça, quand Mme Foning était encore, paix à son âme, était encore maire et députée. C'était tout simplement parce que, et justement, c'est Clément Atangana, l'actuel président du Conseil national, du Conseil constitutionnel, qui était président de la Commission nationale de recensement de vote. Lorsqu'on est arrivé en salle, un membre, paix à son âme également, Adolphe Papi Doumbé, de l'UPC, a sorti argument contre argument. On dit PV de telle école publique de Bono-Sadi. Il dit non, voilà le procès verbal. École publique de telle, il dit voilà le résultat. Et tous les résultats étaient contradictoires à ce que Elekam avait produit. Et c'est ça qui a permis qu'on annule les élections de ce côté-là. Désolé, cette année, lorsqu'on arrive au Conseil national, première remarque, on envoie professeur Fouguet représenter l'ensemble des partis politiques au secrétariat. Parce qu'il faut vous rappeler également qu'elle est quand même représentée par 4 personnes, l'administration 4 personnes, et les partis politiques comme ils étaient 9, chacun devait choisir une seule personne pour représenter au niveau du secrétariat qui faisait le calcul définitif. Alors le professeur Fouguet, juriste comme il est, n'a absolument rien compris sur les chiffres. D'ailleurs, je peux vous le confirmer également, ça réconforte M. Hiram, le MRC a fait ras de marée du côté du Fundi, c'est-à-dire à Yaoundé et autres, le MRC ne partageait pratiquement avec personne. Malheureusement, lorsqu'ils arrivent au Conseil national, à la Commission nationale, ils apportent une clé USB pour prouver qu'ils ont gagné, alors qu'il fallait des procès-verbaux. Donc vous voyez, moi je dis, il y a tellement de choses que nous apprenons du jour au lendemain et nous savons que les choses ne se passeront plus comme avant. Maintenant, les prochaines élections, le MRC, le SDF et tous ces partis d'opposition sauront à quoi s'en tenir, sauront qu'on ne part pas là-bas pour s'amuser, on ne part pas là-bas avec les clés USB, on part là-bas avec les procès-verbaux en nature et physique. Donc, il y a des choses qui se passent et c'est pour ça que j'ai dit quelque part, André Luther a raison, mais il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Et justement, oui, il y a plusieurs choses qui sont dites sur lesquelles il faut quand même revenir. Oui. Ce n'est pas parce qu'un parti d'opposition ou un parti quelconque n'a pas un représentant dans un bureau de vote que ça autorise la fraude. C'est pas ce qu'on dit. Non, je dis il faut d'abord revenir. Je dis il faut voter et contrôler votre vote. Je dis juste que c'est important. Et la seule façon de contrôler son vote, c'est avoir un représentant dans ce bureau. Moi je vous ai écouté parler. Je voulais juste rappeler que c'est important de le dire. Oui. Parce que ce que l'on entend depuis, ce que ça sous-tend, vous n'avez pas eu de représentant, alors vous n'avez pas à vous plaindre, tant pis si les résultats sont ce qu'ils sont.
pouvoir avoir un appareil électoral qui garantisse un minimum de transparence. Maintenant, par rapport à M. Cléda et par rapport à l'extrême nord, je pense quand même qu'il ne faut pas faire insulte à l'intelligence de M. Cléda. Il pose des questions légitimes que tout Camerounais qui a du bon sens élémentaire devrait pouvoir se poser. Un PhD pour pouvoir s'interroger sur un certain nombre de réalités. Les élites dont on parle, et c'est très important de le relever, sont des élites du décret qui utilisent les moyens et la force de l'État pour des entreprises privées, des entreprises politiques qui sont partisanes. On n'avait qu'à regarder le parc d'automobiles durant toute cette campagne dans le Grand Nord. C'était des véhicules immatriculés CA, dont on utilise les impôts de l'ensemble des Camerounais qui n'appartiennent pas forcément tous au RDPC pour faire campagne. Ensuite, ces élites-là, et ça, ce n'est pas seulement le cas de l'extrême nord, c'est le cas de l'ensemble du Cameroun, utilisent justement la réalité de la paupérisation pour implanter le parti RDPC. C'est-à-dire, vous dites, oui, le chef de l'État est aux côtés des populations de l'extrême nord quand il y a des problèmes. Je suis d'accord avec vous. Mais on a besoin que le chef de l'État soit aux côtés des populations en permanence. Et c'est justement ce qui se passe. On laisse la situation empirer, on n'est pas aux côtés des populations, et puis quand il y a un problème, on vient avec une enveloppe, on sert des poissons, du vin, de la bière à quelques jours de l'élection, et on dit, voilà, les élites sont aux côtés des populations, traitent les problèmes des populations, et ça justifie le vote. Non, moi je crois que, très sincèrement, le résultat aujourd'hui, pour moi, et j'assume mon propos, ne reflète pas la réalité des urnes, de la voix des urnes. Maintenant, nous devons en tirer les conclusions. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je crois qu'au-delà de la représentation dans les bureaux de vote, l'une des conclusions les plus importantes, c'est la réalité du code électoral. Et Monseigneur Cléda le dit. On ne peut pas continuer d'aller à l'abattoir avec une loi inéquitable. Sa parole, il dit, même s'il faut reporter à plus loin les prochaines élections, les prochaines échéances, et revoir le code électoral. Je crois que le Cameroun devrait s'engager dans cette voie-là. Pour que tous ceux qui vont aux élections et tous la même chose. Et pour ajouter un point, nous ne devons pas exclure, et là je m'adresse à l'ensemble des partis d'opposition, parce que ça doit être ça la vraie coalition. La vraie coalition doit être celle qui nous permet d'avoir un code et un processus électoral équitable qui donne les mêmes chances à tout le monde. Et nous ne devons pas exclure une possibilité de boycott de ces élections locales si nous n'avons pas une loi qui donne la même chance à tous les acteurs. Il reviendra aux responsables des partis politiques de prendre leurs responsabilités justement, mais c'est la première leçon que nous devons tirer de cette élection présidentielle. Voilà justement, André Luther Meka, Monseigneur Cléda également fait, on va le dire comme ça, le reproche au Conseil constitutionnel de n'avoir pas écouté les requérants. Pour le cas du professeur Kamto, il a évoqué un certain nombre d'irrégularités, mais surtout le cas de Joshua sur l'unité nationale. Parce que, on va toujours le dire comme ça, les populations du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas pu exercer ce droit-là, le 7 octobre. Je voudrais d'abord ouvrir une fenêtre sur la question d'élite. Et encore non, juste une fenêtre. Parce que moi je suis sociologue et la conception que les uns et les autres ont des élites est tout à fait fausse. L'élite, selon Pareto, c'est celui qui excelle dans son domaine. Et heureusement pour le RDPC, que le RDPC a des élites qui excellent dans leur domaine. Je tiens à préciser que dans le cas de l'élection, Samuel Eteo-Fils, une élite sportive qui excelle dans son domaine, a demandé à voter pour le président Paul Biya. Je tiens à préciser que Rigobert Sambanac a demandé à voter pour Paul Biya. Ils ont eu leur privilège, ils défendent leurs avantages et privilèges. Lorsque vous attendiez à ce que Rigobert Sonki était au bord de la tombe, qui a été sauvé de justesse. Combien de Camerounais ont la chance de se faire évacuer, de se faire évacuer de cette manière? Lorsque vous avez une élite qui a un capital sympathie sur le bagage sympathique que porte le nom Badjika Aïdjo, vous avez Aminatou Aïdjo, tous nommés au RDPC, qui ont un bagage sympathique. Vous parlez de gens qui sont devenus élites par force du décret. Ils étaient élites avant. Lorsque vous avez des gens comme le ministre Moustapha, vous avez des gens comme le ministre Chirouma, c'est important, ce bagage d'élite. Lorsqu'il se déplace, il se déploie, effectivement, ça draine les masses. André Luther, sur la question de l'unité. Je te rappelle que quand Issa Chiroma n'était pas ministre, il n'avait pas le même langage. Je vous dis, il a fallu la force du décret pour revenons au débat, je vous en prie. Les élites, et ne peuvent pas peser dans les démembrements des villes. Oui, sur la question de l'unité nationale, posée sur la table du Conseil par Joshua aussi. D'abord, Monseigneur Cléda pense que le Conseil aurait dû
faire quelque chose. Lorsque je vous dis que Monseigneur Cléda n'est pas en politique, il parle, n'est-ce pas, de réviser les lois. Ce n'est pas les politiques qui révisent les lois. C'est l'Assemblée nationale. Ce sont les députés. Qui sont politiques. Hein, qui sont politiques, mais c'est à l'Assemblée nationale dont on révise. Absolument. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au lieu de pérorer et de becqueter sur qui a gagné, qui n'a pas gagné, parce qu'on connaît déjà le vainqueur, il faut donc que les partis politiques s'organisent. Non, il dit justement que les chiffres le laissent perplexe. Non, je dis qu'il faut que les partis politiques s'organisent pour pouvoir aller à l'Assemblée nationale réviser ces lois. Parce qu'en fait, en sciences politiques, on dit que les lois sont écrites par les vainqueurs. C'est-à-dire que les lois sont écrites par ceux qui ont gagné la bataille du peuple pour représenter le peuple dans les lois. C'est pour ça que je me plaît à dire ici que c'est un homme d'église, ce n'est pas un homme politique. Donc il fait des déclarations sur déclarations. Bon, ça peut être bien à entendre, mais en fait, c'est parfois un peu désossé d'une certaine logique. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'unité nationale, des financements de partis, des affichages, je crois que non, restons sur l'unité nationale. Hors contexte. Non, restons sur l'unité nationale. C'était hors contexte, tout simplement parce que le Conseil constitutionnel devait siéger sur les opérations de vote. Et je crois que ces débats sur l'unité nationale, ces débats sur les financements, les affichages, n'étaient pas dans le cadre, n'est-ce pas, de la mission du Conseil constitutionnel. Non, parce que Joshua aussi pense qu'une bonne partie de ceux qui étaient censés voter pour le SDF n'ont pas pu voter. Pour quelle raison? Sécuritaire. Bien. Je comprends que vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer depuis belle lurette. Je suis en train d'expliquer que le plan A des opposants, c'était que en jugulant ou en annihilant le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y aura pas élection. Et ils ont contribué à ce jeu. Malheureusement, au final des décomptes, on constate effectivement que le SDF s'est tiré une balle dans le pied, tout simplement parce que sa base électorale a été tout simplement gelée. Et c'est pour ça qu'il se morfondait à vouloir demander qu'on annule les élections. Donc moi je crois que c'est un faux débat. Ok. Sur le plan du droit, il faut expliquer. Oui, allez-y. Sur le plan du droit, bien que nous ayons vu de très grands spécialistes du droit, de très grands avocats qui ont débattu, mais il y a eu beaucoup de choses qui les a échappées. Lorsqu'on a affaire à une élection présidentielle, le Cameroun tout entier, c'est une circonscription unique. Oui. Contrairement aux élections municipales ou législatives, où il y a autant de communes, autant de circonscriptions pour l'élection municipale et des découpages pour les élections législatives. Ce qui revient à dire que le Conseil constitutionnel peut annuler l'élection législative dans le ND ou dans la MIFI. Et ça ne joue absolument rien. Voilà pourquoi Joshua aussi parlait d'annulation totale. Exactement. C'est pour ça. Il parlait d'annulation totale alors que de l'autre côté, vous aviez des autres grands partis qui demandaient l'annulation partielle. Ce qui était impossible. On ne pouvait pas annuler l'élection ici et ne pas annuler là-bas. Ça, c'est ce que beaucoup de juristes ont ignoré. Donc, le Joshua aussi avait toutes les bonnes raisons de le demander, étant donné que son vivier électoral, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Mais, lorsque vous regardez, qu'est-ce que lui-même il a fait de sa campagne électorale d'abord? Qu'est-ce qu'il a fait de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest pendant la campagne électorale? Est-ce qu'il a même eu un peu de cœur pour aller rendre visite à ses frères? Parce qu'il faut rappeler que lui, il est ressortissant du sud-ouest. Et il le dit sur les ondes que ça fait au moins 6 mois, il n'a pas mis pied chez lui. Voilà un Camerounais qui est candidat à la présidentielle, qui veut qu'on l'élise comme président et qui n'arrive même pas à aller non seulement battre campagne dans sa propre région d'origine, mais il n'arrive même pas à mettre les pieds même pour simple visite, pour aller visiter sa famille. Est-ce que les conditions sécuritaires le permettent? Est-ce qu'il devrait se plaindre? Est-ce que les conditions sécuritaires le permettent? Les conditions sécuritaires peut-être ne le permettaient pas. Mais à qui la faute? À l'État. À l'État, je voudrais rappeler que qu'a-t-il fait à son niveau? Les candidats à l'élection présidentielle ont demandé très tôt
qu'un certain nombre de mesures soient mises en place. Dans d'autres pays du monde, même en Afrique, ça se fait à partir du moment où vous êtes candidat à l'élection présidentielle. On aménage des mesures sécuritaires pour vous permettre de battre campagne dans les meilleures des conditions. Les candidats à l'élection présidentielle ont demandé justement que leur soit attribué un corps sécuritaire particulier pour leur permettre de se déplacer. C'est pas un manque de volonté d'aller dans son village. Ça tire de partout. C'est une réalité. C'est une réalité. Ils ont eu cette sécurité. Ah bon? Oui. Ah non. Le ministre Grégoire Ounan l'a dit en pleine télé. Non, ils ne l'ont pas eu. Mais voilà, ne faisons pas un double discours. Le candidat j'ai été... Non, le candidat Kérémouna était dans le... Le ministre de la République a dit en plein conseil constitutionnel que les candidats ont eu une sécurité. Moi, j'ai suivi, sauf si j'ai suivi. Monsieur Meka, au-delà du discours du ministre, moi, ça fait 1 an que je suis avec Akérémouna, pratiquement tous les jours. Il n'y a eu aucun aménagement sécuritaire. Aucun en faveur de ce candidat et aucun en faveur du candidat Kamto. Là, je parle de choses que je sais. Peut-être qu'il y en a eu pour d'autres, mais j'en doute. Donc, très sincèrement, les conditions n'ont pas été réunies pour faire campagne dans ces zones-là. Maintenant, vous avez raison, on ne pouvait peut-être pas avoir une annulation partielle. Mais pourquoi vous avez donc décidé de vous rendre là-bas, malgré Où ça? À Libé. Mais nous, on a voulu faire campagne jusqu'au bout. Justement, sans la sécurité. Mais il fallait bien le faire, puisque à un moment donné, vous avez la date de l'élection, vous êtes un acteur politique, vous voulez des suffrages, vous devez faire campagne. Voilà, donc nous avons fait campagne, j'ai envie de dire, avec les moyens du bord. Oui. Nous avons fait ce que nous avons pu. Mais nous disons, s'il y avait un sécuritaire qui avait été mis en place pour accompagner les candidats, sans doute que les résultats auraient été bien meilleurs que ceux qu'on a eus. Okay. Bon, je tiens quand même à préciser que le président le candidat du SDF, le président aussi, qui a électoral est gelé, a tendu la main au président Paul Biya de pouvoir amener la situation du nord-ouest du sud-ouest. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il est très gentil, c'est parce qu'en tant qu'homme intelligent, il a compris que si ces deux régions ne fonctionnent pas, sa mort politique est programmée. On n'a pas besoin d'intelligence, on a juste besoin de cœur. On a besoin de cœur et on a besoin que la paix revienne au Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit du SDF. Nous voulons tous la paix au Cameroun. Donc moi-même, je tends la main au président Biya, nous voulons la paix au Cameroun. Depuis 2 ans que la crise... le président du SDF. Depuis 2 ans que la crise anglophone a commencé à éclater, c'est tout le monde qui tend la main. C'est pas un problème électoral. C'est maintenant l'occasion de se poser la question. Maintenant qu'il est réélu pour un nouveau... Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va continuer à faire, à gouverner le pouvoir, à gouverner le Cameroun par procuration? Parce que moi, j'ai dit que le chef d'État Paul Biya gouverne par procuration. Il n'est présent nulle part sur les grandes crises. Casimir, justement, on ne connaît rien, monsieur, on ne comprend rien. Peut-être le poids de l'âge. Cher monsieur. Le 25 août, Monseigneur Cléda a dressé, comme vous l'avez dit, le portrait robot du candidat que les chrétiens catholiques devaient élire. Et justement, cette sortie-là, est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas le candidat qui était attendu? Moi, j'ai toute l'impression que le Monseigneur Samuel Cléda semble déçu. Oui. Il est déçu. De ses ouailles? Il est déçu, pas du choix de ses ouailles. Il est déçu de la proclamation des résultats, ou peut-être qu'on attendait la victoire du président Paul Biya, mais pas avec une majorité aussi écrasante. Et cela repose la même question que nous posons, que vous veniez de poser à André Luther Meka. Si le candidat Biya a gagné donc par une si large majorité, de quoi est-ce qu'on a peur? Parce que tous ces jours-ci, nous lisons des messages de paix de gauche à droite, on les publie dans les journaux, il y a des banderoles partout dans les villes où on demande aux uns et aux autres de ne pas faire ceci ou cela. Moi, je crois que lorsqu'on a gagné, l'euphorie est générale. Et surtout que quand vous avez gagné avec une très large majorité, c'est cette large majorité qui s'en va en route manifester. Et nous nous retrouvons exactement un peu comme le cycle infernal. Hein. On recommence toujours, c'est un peu comme une sorte de pierre de Sisyphe. Vous connaissez que Sisyphe était un homme chargé de rouler une pierre jusqu'au sommet de la montagne. Bien qu'il savait que la pierre ne pouvait jamais tenir, il roulait et il reprenait. Vous avez vu comment ça s'est passé? On a fait des meetings pour supplier le candidat Biya de se présenter. Finalement, il s'est présenté par un tweet, s'il vous plaît. Et il a été voté massivement. Maintenant, on recommence avec les meetings
où on essaie d'armer les benskinners avec des t-shirts, un peu de carburant, pour qu'ils sortent faire foule, pour dire qu'on dit merci pour l'élection du président Paul Biya. Et lui-même, le président Paul Biya, contrairement à ce qui se passe dans tous les autres pays du monde, lorsqu'on vient d'être élu, on fait au moins une sortie pour dire merci. Lui, il choisit, peut-être pour être à la mode comme les jeunes, il choisit de dire merci également par un tweet. Et immédiatement, il n'est même pas là. Je crois qu'André Luther le sait. Il sait qu'à l'heure où on est, juste après la proclamation, le chef d'État camerounais n'est plus au Cameroun. Alors qu'on attend de lui la prestation de serment, qu'il prépare sa prestation de serment dans quelques jours, il n'est même pas là. Et puis, peut-être à partir de là où il est, il envoie un autre tweet de 2 ou 3 lignes. Moi, je me demande bien, qu'est-ce que le chef d'État qui vient d'être élu va faire de son nouveau mandat? Les jeunes le regardent. Et surtout, Maurice Kamto et Cabral Libye ont même ouvert les yeux des jeunes qui savent que désormais, il faut un peu suivre la politique de près. Qu'est-ce que le chef d'État va donc faire avec tous ces jeunes-là qui sont désœuvrés, qui ont des problèmes, qui n'arrivent même pas à aller à l'école, pour ceux qui sont allés à l'école, n'arrivent pas à trouver de l'emploi et autres. Hiram, cette sortie de Monseigneur Cléda, est-ce que ça donne matière à espérer pour les contestataires? Moi, je continue de dire que... Kamto et Libye. Non, moi, je continue de dire que Monseigneur Cléda a une sortie tout à fait normale et que les questions qu'il pose, pour ceux qui ont lu en intégralité sa sortie, sont tout à fait légitimes. Mais je crois également que l'importance, vous posez la question pour M. Kamto et M. Libye, c'est de se projeter. Et je dis qu'il y a 2 éléments principaux. On a tourné la page du 7 octobre? Non, absolument pas. Je crois que ceux qui mènent la bataille juridique la mènent. Maintenant, moi, je voudrais parler... Il n'y aura plus de bataille juridique. J'allais terminer. Sans recours. J'ai dit ceux qui mènent la bataille juridique la mènent. Et maintenant... il y a un travail à faire au niveau de la base. On a posé une question sur les jeunes et je crois que c'était la question la plus importante. La première des choses, je reviens encore là-dessus, je l'ai dit, on ne peut pas continuer à aller à l'abattoir. Cette loi électorale, elle est taillée pour un candidat et pour un appareil. Il faut faire un blocus et une coalition pour qu'elle soit modifiée avant les prochaines élections. Ça, c'est la première des choses. Une fois que j'ai évacué ça, je dis, cette élection a montré la soif de changement qui est portée par la jeunesse camerounaise. Il y a eu 4 candidats exceptionnels de l'opposition avec 4 projets consistants, 4 pratiques de la politique qui sont plutôt nouvelles. Il va falloir consolider ces acquis-là. Moi, ce que je demande aux jeunes Camerounais, c'est de ne pas se décourager. La construction démocratique est un processus... Mais le peuple vous en plaît justement, parce que vous n'avez pas pu vous mettre ensemble. C'est 4 candidats exceptionnels. Et c'est pour ça que je continue de dire que la première coalition que je demande à ces 4 candidats, la toute première... Après le 7 octobre. Oui, après le 7 octobre, puisqu'on est bien pratiquement à la fin du mois d'octobre. Non, dès avant le 7 octobre. Oui, mais on ne va pas continuer à excusez-moi l'expression, à chialer sur ce qui n'a pas pu être fait. Il y a une vie. Voilà, moi ce que je dis, le 1er janvier 2019 seront encore tous Camerounais et nous devrons continuer à construire cette nation ensemble. Oui. La première des choses, la plus importante, c'est qu'il y ait une modification de cette loi électorale pour avoir un jeu équitable. Oui. Mais la seconde, c'est que ces jeunes qui se sont engagés dans les différentes formations politiques ne se découragent pas et continuent à se préparer pour les échéances. Peut-être qu'on en aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Oui, bonsoir Nadine Yabou. Bonsoir à vous, Serge Alain-Autour. Bonsoir aux invités d'Equinox Soir et à vous, mesdames et messieurs. Ce soir, nous vous présenterons les images de l'incendie qui a ravagé un bâtiment annexe du Palais des Congrès de Yaoundé. Les flammes se sont déclarées très tôt ce matin. Les dégâts matériels sont importants. Fort heureusement, pas de pertes en vie humaine enregistrées. Ninjon Fundi sort enfin de sa réserve quelques jours après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Le chairman du SIE doute de la victoire de Paul Biya dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cameroun secoué par une crise socio-politique. Et parlant justement de cette crise, il interpelle le gouvernement à prendre dans l'urgence des mesures afin d'éviter le pire. Une réaction que vous écouterez ce soir au journal de 20h. Nous reviendrons également sur les hommages rendus ce jeudi au professeur Fabien Boussi Boulanga. La levée du corps a eu lieu ce jour à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Des personnalités de premier plan se sont donc mobilisées ce jour pour saluer sa mémoire, au rang desquels le professeur Maurice Kamto. Et à l'étranger, l'annonce de la gratuité de l'école et des frais d'études universitaires
du premier cycle suscite un tollé de réaction au Libéria. Cette décision du président George Weah est un appel à la détresse de plusieurs étudiants qui ne parvenaient pas justement à payer leurs frais d'inscription en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain. Et puis en sport, nous parlerons de la CAN 2019, la pression qui monte sur le gouvernement à quelques jours de l'arrivée d'une mission d'inspection de la commission sécurité de la CAF au Cameroun. Ce jour, le gouverneur de la région du littoral a visité quelques chantiers pour pouvoir évaluer l'état d'avancement des travaux. Voilà donc Serge Alain Otto en quelques lignes essentielles de l'actualité de ce soir. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, ce sera dans le 20h de Nadine Yambou dans un instant. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox ce soir, toujours invité et le premier à s'exprimer sur cette sortie, on va le dire comme ça, de Georges Oppong-Weah, président du Libéria. C'est vous, Casimir Désiré Tagné, cette annonce sur la gratuité de l'université, on va le dire comme ça. Au premier cycle de l'université. Voilà, Georges Oppong-Weah. Comment vous accueillez ça? C'est une très belle annonce. D'abord, d'ailleurs, vous avez vu l'euphorie totale dans les rues de Monrovia et un peu partout au Libéria. Des jeunes qui sont en liesse et qui sont en liesse totale par rapport à cette annonce. Je crois que c'est une annonce forte et pour que l'université soit gratuite, il va falloir déjà que l'enseignement secondaire, l'école primaire et l'enseignement secondaire soient gratuits. Ça, c'est ce qui est évident. Donc je crois que avant d'arriver à ce niveau, il y a sûrement beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des paliers inférieurs. Maintenant, est-ce que avec cette annonce-là, les infrastructures universitaires du Libéria pourront être en mesure d'accueillir tout ce flux d'étudiants qui n'arrivaient pas à s'inscrire faute de moyens et qui maintenant peuvent le faire? Ça, c'est une question. Mais dans tous les cas, moi je dis, c'est le genre d'annonce, c'est le genre de mesure. 10 mois à peine, hein? 10 mois à peine après. 10 mois à peine après son arrivée, parce que figurez-vous, c'est pratiquement l'année dernière qu'il est arrivé à la tête de cet État-là, du Libéria. Et du jour au lendemain, on voit bien que George Weah a envie de faire quelque chose avec la jeunesse, parce que la jeunesse, qu'on le veuille ou pas, dans tous les pays du monde, constitue la grande majorité de la population. Et il va falloir les écouter, il va falloir avoir une oreille attentive envers cette jeunesse. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que ce cas du Libéria ne peut pas faire tache d'huile dans les autres pays du continent et surtout dans notre cher et beau pays, le Cameroun, qui vient de connaître l'élection d'un nouveau président de la République. Figurez-vous, tous ceux qui gèrent le Cameroun... Donc vous attendez des annonces fortes, des mesures fortes de la part du président élu? Nous attendons ces genres de mesures de la part du président. Surtout, tous ceux qui gèrent le Cameroun ont pratiquement été à l'école gratuitement. Ils ont même eu des bourses à l'époque. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui refusent à la jeunesse de bénéficier des mêmes conditions que eux ils avaient quand ils étaient à l'école. Moi, je dis, il faudrait que l'exemple du Libéria contamine le voisin et surtout que ça contamine le Cameroun. Ok, Irami dit, c'est parce que Georges Weah est jeune, à la jeunesse. Je ne sais pas si c'est forcément parce qu'il est jeune, mais la rapidité avec laquelle il met en place ces mesures nous montre, par exemple, pour le cas du Cameroun, qu'on n'a pas besoin de 22 ans pour faire appliquer une constitution. Il faut savoir prendre des mesures importante quand le pays est entre guillemets en crise, parce que là on rappelle quand même qu'il prend la mesure suite à des plaintes des étudiants qui ne parvenaient pas à supporter leur droit de scolarité, et nul doute que pour quelqu'un comme George Weah qui a fait sa formation en sciences politiques à l'université de Harvard, que la suite va probablement être de mettre en place des mesures d'accompagnement pour la création de l'emploi, pour l'auto-emploi. Donc moi je pense que c'est des mesures qui peuvent être dupliquées. Le cas du Cameroun a probablement d'autres réalités, mais là aussi les attentes de la jeunesse sont les mêmes, très certainement, d'avoir des formations qui nous permettent d'avoir des diplômes qui correspondent aux demandes du marché du travail et d'avoir un environnement global des affaires qui permettent de pouvoir créer son propre emploi quand on n'est pas capable d'être embauché. Là également, on attend des mesures fortes depuis bien longtemps.
Personnellement, je ne suis pas très optimiste. Je ne pense pas que ceux qui ne l'ont pas fait depuis une trentaine, quarantaine d'années vont forcément le faire. On me rappellera que le contexte économique n'a pas toujours été favorable. Tant mieux si on a une surprise, si dans les prochaines semaines, il y a des mesures fortes qui sont prises, c'est tout ce que nous demandons. Quel contexte économique vous parlez? Parce que le Libéria n'est pas mieux loti. Non, je dis bien, c'est ce qu'on fait au Libéria, on peut le faire au Cameroun. C'est l'argument de la RDPC qui nous rappelle qu'il y a eu une crise économique en 1987, ainsi de suite. Vous interpellez dans le RDPC, absolument. On a un représentant sur le plateau. André Luther Mika, est-ce qu'avec la réélection de Paul Biya, on peut s'attendre à des mesures comme celle-ci? Disons que c'est bien pour le Libéria. Mesures fortes. C'est bien pour le Libéria. Ce que le président Georges Oppong-Weah a fait est très bien. Cela permet en sorte que l'alphabétisation, l'éducation puisse s'élever. Mais comparaison n'est pas raison. Parce que le Cameroun a 25 millions de population, d'habitants. Le Libéria a 4 532 000 personnes. Le Cameroun a 520 000 étudiants. Le Libéria a à peine 15 000 étudiants, et on dit effectivement que le premier cycle est gratuit, donc c'est en moyenne 5 millions d'étudiants. Et le Libéria a sensiblement 42% de taux d'analphabétisme pour les hommes. J'ai parlé de mesures fortes. Je n'ai pas demandé 62% que l'étudiant soit 62% d'analphabétisme pour les femmes. Ne restons pas à l'université pour ce qui est de l'université, il faut le savoir, le chef de l'État, le président Paul Biya, a mis sur pied la prime de l'excellence qui permet à sorte que ceux qui sont excellents ont, n'est-ce pas, une prime substantielle à la fin de chaque année. Le président Paul Biya, pour les étudiants qui ont un certain nombre de problèmes qui sont démunis, ont mis ce qu'on appelle à l'université le Job Work Study, qui permet à ce que lorsque vous avez des problèmes, que l'enseignement supérieur avec les mairies puisse vous donner du travail pour pouvoir, n'est-ce pas, payer les écoles. Et également, je tiens à le rappeler pour ceux qui nous regardent à Mondo Vision que la pension à l'université, c'est 50 000 francs payés en deux tranches, 25 000 francs. Donc vous comprenez que le président Paul Biya a effectivement fait un certain nombre d'efforts pour qu'il y ait, n'est-ce pas, l'éducation. Vous trouvez que 50 000, c'est à la portée de tout le monde? 50 000, c'est à la portée de tout le monde parce que tous les Camerounais on se débrouille, ceux qui n'ont pas assez de moyens, on a mis en appui le Job Study qui permet, n'est-ce pas, d'aider les plus démunis. Et je tiens aussi à rappeler que même les étudiants handicapés ont des facilités d'inscription, parfois qui sont gratuites à l'université et des études, des cas sociaux. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsque le président Paul Biya libéralise le savoir qui coûte extrêmement cher et chaque année près de 25 000 étudiants frappent à la porte de l'université, il faut certainement voir. Bon, il y a eu un problème. Hein. Il y a eu un problème. À l'époque, j'étais président des étudiants sur la gratuité, n'est-ce pas, de l'école. Et vous savez très bien que l'université est subventionnée parce que un étudiant, je crois que la subvention est à peu de 230 000. Et dans les cycles de recherche, le chef d'État donne des dotations assez importantes aux enseignants, près de 500 à 900 000 pour... Donc, il y a à l'époque, le professeur Bekol Ebe était président de la conférence des recteurs. Lorsque les étudiants avaient fait la grève, il y avait un problème. Faut-il rendre l'école gratuite ou la payer? Alors, si cette affluence qui vient des lycées entre à l'université gratuitement, effectivement, avec des problèmes de subvention, on ne pourra pas. On a donc mis, n'est-ce pas, la condition qu'il faille faire une sélection pour que ce soit ceux qui ont la moyenne de 12 qui puissent entrer à l'université pour que le cap soit réduit et contrôlable. C'est qui n'a pas été de l'humeur du chef de l'État, parce que le chef de l'État a voulu que tout le monde puisse avoir accès au savoir, même s'il faut payer 50 000 francs. Et je crois que c'était la meilleure solution. Casimir. Je voudrais préciser, parce que moi je suis parent d'étudiants à l'université de Douala, et je connais exactement le fonctionnement. Je sais que Martin Luther King y est également. André Luther y est également. Les 50 000 francs dont on nous fait croire que ça ne représente rien, mais absolument rien par rapport à ce qu'il faut payer pour qu'un étudiant fasse véritablement ses classes.
Parce que il se retrouve dans un amphi à 7000 étudiants dans Donc vous rejoignez pour une fois André Luther? Non, justement, je ne suis pas d'accord avec André Luther. J'ai dit, les 50 000, ce n'est que de la poudre aux yeux parce que il va falloir payer une chambre à un étudiant qui coûte 25 000, 30 000 francs parce que l'État n'a pas prévu des conditions pour que les municipalités puissent accueillir même le 10% des étudiants qui arrivent à l'université. Donc, en dehors de ça, les polycopiers, les polycopes et autres cours des enseignants, vous ne savez pas, Serge Alain, sont pratiquement payants. C'est-à-dire, l'enseignant vient en classe, il vous dit, je considère le cours de droit de la famille et de la personne, je considère tel chapitre comme vu. Vous êtes obligé d'aller payer ces polycopes et il va falloir trouver cet argent qui coûte généralement entre 5 000 et 7 000 francs un polycope. Vous voyez, en dehors de ça, j'ai parlé déjà de logement et autres conditions. D'ailleurs, pour que moi, mes enfants réussissent dans cette atmosphère-là, je me suis toujours trouvé obligé, parce que j'en ai déjà eu 3 qui sont passés par l'université de Douala, je me suis toujours trouvé obligé d'aller voir leurs aînés qui forment ce qu'on appelle club d'encadrement, qui sont généralement des étudiants du cycle doctoral et autres, que vous devez payer en surplus pour qu'ils enseignent les enfants. Tout cela, ça ne fait pas partie des 50 000 francs. Donc, je dis, ne projetons pas. D'autres même vont vous dire, Serge Alain, que le président de la République, par sa magnanimité, a offert des ordinateurs et autres aux étudiants. J'allais en parler. Comme si c'est ça là. Comme si ces ordinateurs qui étaient le besoin des étudiants. Je crois que les étudiants camerounais ont besoin d'autre chose. Et le pouvoir en place sait exactement qu'est-ce qu'il peut faire. Je crois que le Libéria n'invente pas la poudre à l'époque. Voilà, chaque fois qu'on a un pays africain, surtout qui prend une mesure forte, on nous rappelle toujours que le Cameroun, c'est le Cameroun et que XY conditions ne permettent pas de mettre en place cette mesure-là. D'ailleurs, si on vous explique le Cameroun et que vous comprenez, c'est que vous avez... Voilà, vous l'expliquez. Moi, je suis d'accord avec M. Meka qui parle de la question de la subvention qui nécessite un réajustement du budget de l'État. Mais la réalité, c'est justement quelles sont les priorités qui sont accordées dans ce budget de l'État. Comment est-ce qu'on utilise l'argent public au Cameroun? C'est ça la question fondamentale. C'est-à-dire que, vous regardez là, on a vu passer hier une dotation de 272 millions pour la villa du président, enfin une villa, alors que je crois qu'à 3 fois moins, on aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel et de standing qui correspondrait à la stature, à la position du président du Conseil constitutionnel. Je ne veux pas parler de l'extraordinaire parc automobile de l'État, je ne veux pas parler des frais de carburant. En fait, nous dépensons de l'argent des fois dans des postes qui ne sont pas forcément prioritaires et après on a du mal à mettre en place un certain nombre de mesures. Là, on a fait un appel à un emprunt obligataire il y a quelques jours parce qu'il faut financer justement par l'épargne interne la finalisation des projets de la CAN. Je crois que l'une des mesures fortes qu'on attendrait et qui serait la plus raisonnable, c'est une réduction du train de vie de l'État pour pouvoir réajuster notre budget et investir dans des priorités comme la gratuité des frais universitaires. Ce n'est pas sorcier. Il faut qu'on arrête de nous expliquer au Cameroun que le Cameroun aurait XY conditions qui ne permettraient pas de mettre en place ces mesures. Il faut juste qu'il y ait une responsabilité, qu'on arrête la gabegie financière et qu'on gère l'argent public de manière responsable. C'est tout. Ok, André Luther Meka, il y a Nidjon Fundi qui ne semble pas être convaincu par le score de Paul Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, mais c'est le même problème qui revient. Et j'ai l'impression que il voudrait qu'on ne compte pas les voix des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Ce serait un crime de lèse-majesté parce que les Camerounais se sont exprimés. L'autre point de vue, c'est le point de vue politique. Ils ont compris effectivement que leur base politique est gelée et il faudrait, n'est-ce pas, pouvoir se débattre pour démontrer effectivement que le RDPC n'a pas eu les voix de ce côté. Et je crois que Casimir, le directeur de publication de Satellite, un jeune enquêteur autant pour moi, a pu démontrer effectivement qu'il y a eu également une abstention assez lourde et que ceux qui ont voté étaient effectivement étaient assez j'allais dire minuscules par rapport, n'est-ce pas, aux chiffres de départ. Donc je crois que le président Nidjon Fundi est en train de se batailler pour sa survie politique, pour démontrer effectivement que le RDPC n'a pas une assise au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, mais je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit pour ne pas être répétitif.
le RDPC a véritablement travaillé dans cette zone à travers ses élites, dans un système en réseau. Ok. Casimir Tagné, on parle de plus en plus de ce qui s'est passé pour le SDF. Le 7 octobre, on parle de déculottés, tout ça. On demande même si le SDF va se relever de ce qui s'est passé. Et André Luther Meka parle de survie, que Nidjon jouait là sa survie à travers cette sortie. J'aime bien cette expression de survie que Nidjon Fundi serait en train de jouer, prononcée par André Luther. Mais j'ai envie de poser la question à Nidjon Fundi. Il était où pendant la campagne électorale? Voilà. Il a pratiquement abandonné Joshua aussi pendant toute la campagne électorale. Et il devrait s'attendre à quel résultat? Et puis, parlant de la survie politique, dans la vie, Serge Alain, il faut souvent éviter de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Autrement, vous savez bien quel en sera le résultat. Lorsque vous vous souvenez que l'année dernière, le SDF a organisé au sein de l'Assemblée des séances de boycott, des chansons, rappelez-vous. Oh, vous vous rappelez bien de cette chanson-là. C'était une façon de scier la branche sur laquelle le SDF était assis, lui-même assis. Et je ne veux pas en dire plus. Je sais que vous savez bien que je suis un notable. Parfois, nous, on ne parle pas des paroles. Mais les téléspectateurs ne sont pas les notables. Il y a beaucoup de notables parmi les téléspectateurs. Non, ils ne sont pas nombreux. Les notables ne sont pas nombreux. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? Nous, on veut comprendre. Voilà, si vous voulez qu'on parle en termes d'un peu plus clair. Oui. Serge Alain, vous êtes un des responsables ici à la télévision Kinox. Si vous commencez à insulter votre PCA, le président Tsonke, je ne crois pas que c'est lui qui a encore la possibilité, parce qu'on dit généralement que quand vous tenez la manche du couteau, celui qui ne tient pas la manche, il faut faire attention. Lui, il doit faire attention. C'est celui qui tient la manche qui sait qu'est-ce qu'il peut en faire. Jusque-là, vous avez dit que je parle encore en termes voilés. Mais je dis, si vous, Serge Alain, vous commencez à dire du n'importe quoi de Séverin, Tsonke et de tous les autres hauts responsables de Kinox, ne soyez pas surpris que vous signiez votre mandat de mort dès le lendemain. Et c'est exactement ce que le SDF a fait. Mieux, pendant la campagne, vous avez vu que tous les gros membres du SDF qu'on connaissait, que ce soit Jean-Michel Nietzsche, que ce soit Mbandam, que ce soit Nidjon Fundi lui-même, on ne les a vus nulle part pendant la campagne électorale. Ils ont abandonné Joshua aussi à lui-même, et aujourd'hui ils reviennent pour dire que le score n'est pas bon. Ils s'attendaient à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer ce score-là? Et j'ai dit, vous allez voir, si vous avez eu la chance de lire le dernier Jeune Enquêteur, moi j'ai dit que c'est la dégringolade totale pour le SDF. Les leçons, et vous savez, oui, ça fait partie des leçons que nous avons essayé d'évoquer. Il est facile d'arriver au sommet, mais il fait très difficile de se maintenir. Aujourd'hui, le SDF était la première force de l'opposition camerounaise. Il est pratiquement ravalé aujourd'hui au 4e plan, après Kamto, Cabral Libi et autres. Le SDF arrive très loin et ce n'est pas très facile de se relever. Surtout que aujourd'hui, c'est la jeunesse qui contrôle et la jeunesse a soif du changement. La jeunesse a longtemps observé le SDF. La jeunesse n'a pas constaté que le SDF a apporté des arguments pouvant amener le RDPC à changer. Peut-être que derrière le MRC et derrière le candidat Cabral, cette jeunesse-là pourra avoir autre chose. Donc voilà les leçons que l'on tire de cette élection-là. Et j'ai dit dans une chronique que j'anime aux jeunes enquêteurs que rien ne sera plus comme avant au niveau des élections au Cameroun. Ilham Miodi, votre champion a été investi par le RPD, mais aujourd'hui on a envie de savoir. Quelques jours du 7 octobre, vous êtes mis derrière Maurice Kamto. Absolument. On a envie de savoir, Mouvement Nao, qu'est-ce que pour 2019, alors, vous transformez en force politique? Oui, c'est intéressant de poser la question et de pouvoir rebondir également sur la question de la jeunesse. Il va y avoir dans les tout prochains jours une déclaration très claire du bâtonnier Akeremouna sur le devenir du mouvement Nao. Oui. Ça devrait se faire d'ici le début de la semaine prochaine. Donc ce sera très clair. Et maintenant pour se projeter, parce que je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Vous parlez déjà de 2019. Enfin de 2019, mais d'un tout, parce que la mobilisation politique, et c'est ce que je veux que notre génération comprenne, est une activité de tous les jours.
il ne faut pas qu'on s'endorme et qu'on se réveille à la veille des élections. Donc je crois qu'il y a deux défis majeurs qui nous attendent. J'ai déjà parlé du défi global des appareils en faveur d'une coalition pour le changement de la loi électorale. Oui. Mais pour nous, les citoyens, il y a deux défis majeurs qui nous attendent. Pour les citoyens qui se sont réveillés grâce à l'émulation de cette campagne politique, il faut rappeler... Et qu'au final, on a compris que beaucoup n'étaient pas inscrits. Il faut rappeler donc que l'inscription sur les listes électorales réouvre le 2 octobre. On va laisser le combat... Le 2 janvier 2019. On va laisser le combat de la coalition pour la modification du code électoral à nos têtes de parti, mais pour les citoyens, il faut s'inscrire massivement à partir du 2 janvier et rappeler que le président élu peut déclencher les élections locales à n'importe quel moment, même si il a demandé un report d'1 an. Et la deuxième catégorie de la jeunesse à qui je voudrais m'adresser, c'est ceux-là qui, comme moi, sont dans l'engagement citoyen depuis des années et dont l'engagement politique n'est que la conclusion de plusieurs années d'intenses actions dans les mouvements de jeunes. Ceux qui veulent se porter candidat aux élections locales l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision-là. Parce qu'il y a tout un travail à faire. Il faut maîtriser sa circonscription, il faut maîtriser la composition sociologique de cette circonscription parce qu'elle va imposer une certaine composition des listes électorales. Il faut avoir une idée du niveau actuel d'inscription dans cette circonscription pour savoir quel est le travail de mobilisation qu'il va falloir faire pour rehausser le niveau des inscrits. Il faut pouvoir maîtriser les aspects du code électoral actuel sur les élections à laquelle on veut se porter candidat. Donc je pense que c'est un travail sérieux. Il faut que cette hargne, ce regain d'intérêt pour la chose politique soit consolidée et pour ça il faut se remettre au travail. On va laisser le temps au processus d'aller jusqu'à son terme parce qu'il n'est pas terminé. Mais je crois que dès le lendemain, il va falloir se remettre au travail de manière sérieuse et disciplinée pour que la jeunesse s'organise pour aller prendre le maximum de sièges, mais surtout pour construire une vraie société démocratique où il y a une certaine équité de chance pour tous les partis politiques. Ilham, vous avez dit que dans combien de jours, là, le bâtonnier va se prononcer? Avant les tout prochains jours. Ça pourrait avoir lieu avant la fin de la semaine. C'est en préparation. Ah, vous nous réservez l'exclusivité? Absolument. Absolument. Ok, merci. Mais monsieur Yodi, je voulais vous rappeler que si vous y allez en rang dispersé, comme vous l'avez fait à la présidentielle, soyez sûr que ce sera une autre déculottée. En rang dispersé et avec ce code. C'est-à-dire, par les coalitions, n'attendez pas la dernière seconde pour venir. Vous voyez que je l'appelle aujourd'hui. Ok. Et je vous rappelle que si Jean-Jacques Etchindi est devenu député, c'était à cause d'une coalition. Sinon, Etchindi, avec son mouvement, n'aurait jamais fallu une coalition avec l'UDC pour qu'il... Je vous rejoins à 100%. André Luther Meka, c'est passé, le 7 octobre, le 22 octobre est passé. Maintenant, il y a une date qui se profile de plus en plus à l'horizon, le 6 novembre. Un autre symbole, il y a déjà eu, pour le libéralisme communautaire, nouvelle édition, le 6 novembre, deux symboles forts. Hein, pour vous, oui. Ça veut dire quoi? Disons que le 6 novembre, c'était une date intéressante. Mais avant d'arriver là, je voudrais dire que par rapport à l'avenir, parce qu'on a parlé de l'avenir, oui. Je reste circonscrit sur le plan du président Paul Biya. D'abord, je suis fier de constater que Iran du mouvement Now est passé déjà à une autre étape et je crois qu'il faut tourner la page pour passer à une autre étape. Nous restons sur les actions du président Paul Biya, notamment la construction des projets structurants qui doivent booster l'énergie, la construction du complexe portuaire, la construction des routes. Nous restons focalisés sur le projet de la Cannes avec la construction des stades. Nous restons focalisés sur le projet, n'est-ce pas, de la décentralisation effective avec les conseils. Vous parlez de la Cannes, on a vu le message de félicitations d'Ahmad Ahmad. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivent en phase avec l'État du Cameroun et qu'ils la CAF et le Cameroun et qu'ils consentent nettement que les élections se sont passées dans de très bonnes conditions. Je crois que c'est une instance habilitée aussi à avoir des informations pour permettre de connaître que cela s'est bien passé. Donc, il y a donc ces projets, notamment la construction des stades, qui sont, malheureusement, vous n'avez pas pris cet extrait, qui démontre effectivement que les travaux avancent, parce qu'effectivement, ici, il faut dire ce qui ne va pas à l'heure, au lieu de dire ce qui va à l'heure, et notamment l'épineux problème du chômage des jeunes, notamment les recrutements dans les entreprises publiques et parapubliques, la formation de l'auto-emploi, et aussi la représentation des jeunes dans les institutions, dans les ministères et en politique. Et en tant que jeune du parti du RDPC, je vous assure que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les jeunes attendent cela. J'ai dit,
Ok, merci. Tiens, monsieur, on arrive au terme. Oui. Dernier mot, Ilham? Oui, un dernier mot. Rappeler tout simplement aux jeunes que, j'espère, et je l'ai dit à mon frère, M. Meka, que j'espère que le RDPC aura le courage de donner la possibilité à des jeunes d'être investis comme tête de liste à la prochaine élection, mais de rappeler aux jeunes Camerounais que le changement, la marche du changement est en marche, si je peux me permettre la répétition, et que nous devons continuer ce que nous avons commencé. Il ne faut pas se laisser abattre par la déception du résultat que nous avons eu cette année. Il faut que nous continuions à travailler de manière solide, de manière structurée, dans la discipline pour pouvoir parvenir au résultat. Et je sais que nous l'aurons et que les élections qui arrivent, la mobilisation qui arrive, sont un moyen de continuer à démontrer notre rapport de force. Tout simplement espérer qu'on soit beaucoup plus responsable et qu'on fasse cette fois-ci avec un peu plus d'anticipation, qu'on prenne de bonnes décisions et qu'on obtienne prioritairement cette modification du code électoral, sans quoi les résultats seront pratiquement les mêmes que ceux que nous avons observés à la présidentielle. Oui. Pour ma part, je crois qu'il va falloir tourner définitivement la page du 7 octobre de l'élection présidentielle. Il faut déjà projeter le double scrutin de l'année prochaine, c'est-à-dire l'élection législative et l'élection municipale qui arriveront à pas de géant. Et il faut prendre des bonnes décisions, comme Hiram l'a dit, et surtout pas attendre la dernière minute, comme le mouvement nous a servi. Mais il faut à la dernière élection. Et rappelez-vous que je l'avais dit sur ce plateau que cette élection était nulle. Nous sommes les seuls à l'avoir fait. Cette décision était nulle. Et nul est fait, et vous avez vu nous avons pris une décision courageuse, monsieur les bulletins du candidat Akerimura sont restés dans les bureaux de vote partout, même en ville, à quelques enclavures des bureaux de l'ECAM. Je crois que c'est parce qu'il faut retenir qu'un candidat. Il faudrait donc savoir. Merci. Et puis nous appelons les autres à savoir. Je dis, nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude. Merci, merci, cher monsieur. Merci, madame, monsieur. C'est ici que prend fin Equinox Soir, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Zoum Yemvak, département du Djaïlobo, au Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image.